شي كيخليه تسجل. لا كلشي كيخليه. لا انا ماشي مشكل، انا غتسجلوا بالعكس، حتى انا نسجلوا من بعد صيفطوا لي باش نشوف هذاك ان شاء الله. دونك فين وصلنا لا سيمين ديغنيير عفاكم درنا نعم في هاد لي كارت ديال هاد الزوناج ديال سيسميك في المغرب. هاد ديال هاد لي 3 زون اون سون ديفيزي اون دو، كل وحده هي مسيو باش عاودنا درنا لا ريبارتيسيون ديالهم. ماشي لو نوفو اونكور واقيلا درناهم لو نوفو ريبارتيسيون. Donc, je vais rappeler rapidement le zonage. Suite, diapo 58, فين وصلنا؟ نمشيو ل 58. هو فين وصلنا زعما، ماشي إلا بغيتي تعاود مش مشكل. اللي بغيتو نتوما ندوز 58. شوف لي زوطخ. ماشي عاود دير امتي رابيل على هذا. ندير امتي رابيل حيت هاد لي زوناج مهمين. مثلا واش تقرا عليهم ولا كيكونوا دوني؟ جو رابيل بان راه كاين دابا عندنا دو ريغلومون، عندنا لونسي ريغلومون ار بي اس 2000. دونك لونسي ريغلومون ار بي اس 2000 كانت فيه ان كارت سيسميك كانوا فيها 3 زون، وهذيك لا كارت relative aux accélérations. Donc c'est une carte de zonage par rapport aux accélérations. كانت la zone A هي la grande zone في المغرب، هي l'est et le sud. Quand le coefficient d'accélération elle est très faible, A égale 0,01. Yani on peut ne pas faire des calculs sismiques, mais il faut faire toujours les dispositions sismiques, sauf pour les projets importants. Les projets de l'État, il faut faire toujours des études sismiques, parce que je rappelle, c'est des classes 1, les hôpitaux, les stades, les projets importants. Par contre, les petits bâtiments, on peut ne pas faire le calcul. La zone 2, c'est la zone centrale du Maroc, qui est la zone économique, la plus importante. Le coefficient d'accélération est égal à 0,08. Le sisme est considéré faible. Casa, Rabat, Fès, Meknès, Knetra, Nibelles, Stade, Riga, etc. Qui est dans la zone 3, le coefficient d'accélération est égal à 0,16. Il y a 2 fois le coefficient de la zone 2. Ça veut dire que les efforts sismiques de la zone 3 vont être le double des efforts sismiques de la zone 2. La zone 3, heureusement, c'est une petite zone. C'est surtout au nord, Hossima, Nador, Tanger, etc. Puis le sud, au voisinage d'Agadir. Donc, il y a l'ancien règlement, mais il est toujours en application. On peut l'appliquer. Maintenant, on a le nouveau règlement qui a commencé à être appliqué en 2000. RPS 2011, donc normalement en 2011, théoriquement il est devenu obligatoire de l'appliquer, mais il y a des gens qui continuent à appliquer l'ancien. Le nouveau règlement, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a apporté des choses intéressantes. Premièrement, il a précisé plus les zones, parce qu'avant on avait un problème. Je donne un exemple important, là où avant les ingénieurs trouvaient des problèmes pour l'étude sismique. C'est la ville de Marrakech. La ville de Marrakech se trouvait dans la frontière entre la zone 3 et la zone 2. Et c'était pas clair parce qu'on a une carte, c'est pas clair est-ce qu'il est à l'intérieur de la zone 2 ou bien de la zone 3. Ce qui fait que pour étudier les projets à Marrakech, il y a des bureaux d'études qui prenaient la zone 2 ou d'autres qui prenaient la zone 3. Parce que la zone 2 optimise mieux que la zone 3. C'était flou. On n'avait pas malheureusement le moyen de savoir est-ce qu'il faut vraiment utiliser la zone 2 ou la zone 3. C'était pas clair. Mais maintenant, avec le nouveau règlement, il a augmenté le nombre de zones et il a bien divisé les zones. Le problème ne se pose plus. Il a pris la zone 2 qui avait une accélération de 0,07 et 0,08, il a décomposé en 2 zones. Une zone 0,07, une zone 0,10. Par exemple, je rappelle que, je donne un exemple, Casa et Stats, avant, ils se trouvaient dans la même zone, quand il y a une accélération 0,08. D'abord, Stats, il est à 0,07, au Casa 0,10. De même, la zone 3, elle a été divisée en 2 zones. Quand l'accélération 0,16, d'abord, les 2 accélérations, la 0,14 ou 0,18.
ولكن في l'ancien règlement, la force sismique était basée sur le coefficient d'accélération et le spectre d'accélération. Par contre, le nouveau règlement, la force sismique est basée sur le spectre de vitesse et un coefficient de vitesse qui a été défini. Donc voilà, par exemple, pour le nouveau règlement, la carte sismique relative aux vitesses. Donc, on a 5 zones de vitesse. Voilà les coefficients, voilà les vitesses. Alors, maintenant, une liste, mais on a un coefficient de vitesse qui va intervenir dans le calcul de sismique ou important. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième page, dans la page suivante. L'essentiel, on a 5 zones. On a 5 zones de vitesse et 5 zones d'accélération. Sauf que les frontières, il y a des petites différences entre les zones. Ça veut dire qu'une commune peut être dans par exemple dans la zone 2 en vitesse et éventuellement dans la zone 3 en accélération. Donc c'est à peu près les mêmes zones, mais avec des différences près au niveau des frontières. Donc pour le calcul de la force sismique, donc vous vous rappelez qu'on a dit que la force sismique, normalement le séisme c'est un déplacement d'appui, mais on le modélise par une force, ce qu'on appelle une force d'inertie, F qui est égale à la masse fois une accélération maxi qu'on avait appelée pseudo-accélération. Avec l'accélération maxi, on la tire à partir de l'accélération de la zone et l'effet maxi donné par le spectre. D'abord, c'est l'ancien règlement. Le nouveau règlement, l'approche a été légèrement modifiée et la force est calculée par un coefficient d'accélération fois un effet maxi qui est donné par le spectre, par un coefficient de vitesse basé sur un spectre de vitesse. Donc l'approche a été légèrement différente, mais le résultat final est à peu près le même. Donc dans ce tableau, on donne les coefficients de vitesse parce que dans la force sismique, c'est ce coefficient qu'on va utiliser pour le calcul. Donc pour la zone 0, c'est-à-dire l'est et le sud, vous voyez que le coefficient de vitesse est nul. Et la force sismique est très négligeable. Ça veut dire qu'on peut ne pas faire de dimensionnement. Par contre, pour les grands projets, même dans ces zones, il y a des gens, vu l'importance des projets, et ils prennent au moins la zone 1, ils prennent comme coefficient de vitesse 0,07. Si je veux construire par exemple un bâtiment R plus 10, c'est un projet important, c'est un grand investissement. Donc il vaut mieux prendre une sécurité par rapport au séisme. Parce que les données qu'on a ici, c'est suite à des séismes qui sont produits avant. Mais on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir le prévoit. Il se peut que d'ici quelques années, même dans cette zone, on aura des séismes un peu plus importants. Donc, on a dit que l'ancienne zone a été divisée en deux zones. Ça veut dire qu'on a la zone 1, d'un coefficient de vitesse 0,07, ou la zone 2, coefficient de vitesse 0,10. Et l'ancienne zone 3 a été divisée en 2 zones, où est la zone 4 et la zone 5. Donc le coefficient de vitesse c'est 0,13 pour la zone 4 et le coefficient de vitesse c'est 0,17 pour la zone 5. Il y a des petites différences entre les zones le coefficient de vitesse et le coefficient d'accélération. Par exemple, pour la zone 1, le coefficient de vitesse et le coefficient d'accélération c'est les mêmes, c'est 0,07. La zone 2, c'est la même chose, c'est 0,10. Coefficient de vitesse et coefficient d'accélération. Par contre, pour la zone 4, coefficient de vitesse, c'est 0,13. Coefficient d'accélération, c'est 0,14. Une légère différence. Pour la zone 7, coefficient de vitesse, c'est 0,17. Coefficient d'accélération, c'est 0,18. Donc, de petites différences, mais pour le dimensionnement, il faut retenir les valeurs. C'est ce qu'on va utiliser dans le dimensionnement, dans un exemple, lorsqu'on va terminer la partie du cours. Donc voilà le zonage sismique par rapport à l'accélération. Là aussi, on a 5 zones et on donne les accélérations de base, c'est-à-dire, ça veut dire, par exemple, 10, ça veut dire c'est 10 sur 100 fois G. Donc en général, on prend un coefficient par rapport à un pourcentage de l'accélération de la pesanteur. L'avantage de ce règlement, c'est qu'aussi, à la fin du règlement, on a une annexe qui donne, là on trouve toutes les communes du Maroc avec la zone de vitesse correspondante et la zone d'accélération correspondante.
Donc ici, on va plus se tromper. Il suffit de connaître où on va construire le projet. On va chercher les zonages pour le même projet. Donc, on a dit avant que la force sismique, on la calcule, la force sismique de base, c'est une masse fois une pseudo-accélération. Mais cette force va être affectée, elle va être soit majorée, soit minorée. Et avant, on avait déjà défini deux coefficients. On a défini un coefficient qui est majeur, qui est basé sur la classe du bâtiment. On avait défini 3 classes. Ce coefficient, on l'a appelé coefficient de priorité ou bien coefficient d'importance. Puis on avait défini aussi un deuxième coefficient, qui est le coefficient de comportement, qui tient compte de la ductilité et qui réduit la force sismique. Maintenant, on va définir un troisième coefficient qu'on appelle coefficient de site, qui dépend de la nature du sol. Et ici, on présente une photo d'un quartier, d'une zone dans la ville de Mexico, suite à un séisme qui s'est produit dans la ville de Mexico. Dans la ville de Mexico, on a une faille. Vous voyez la faille à gauche. Vous voyez les constructions. Les constructions qui étaient construites tout près de la faille, malheureusement, ils ont subi des dégâts plus importants, vu qu'ils ont eu l'accélération maxi de séisme. Par contre, les bâtiments qui sont un peu loin de la faille, il y a eu une réduction de l'accélération sismique et ils ont subi des dégâts moins importants. Malheureusement, en s'éloignant encore plus à droite, on a constaté que des bâtiments ont subi des dégâts beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que ici... On s'éloigne de l'épicentre. Même? Oui. Avec l'épicentre. Voilà, l'épicentre, ils ont subi des dégâts. Les bâtiments au milieu, on s'éloigne, ils ont subi moins de dégâts, mais les bâtiments à droite, les bâtiments à droite, ils sont plus loin. Malheureusement, ils ont subi... La vitesse كتصغر un peu ديال l'onde كتابسوربا. D'abord, le problème qui se pose là, c'est le problème de la nature du sol. Sur quel sol on va construire notre bâtiment? Les bâtiments à gauche et au centre, on a construit sur le rocher, ce qu'on appelle le bedrock. Par contre, malheureusement, pour les bâtiments situés à droite, ils étaient construits sur un seul meuble, ou bien peut-être très meuble, comme l'argile ou bien un sol correspondant. Ce qui fait que le sol meuble a amplifié l'action sismique, il a augmenté la force sismique. Et ces bâtiments ont subi des dégâts plus importants. Donc, il a amplifié l'accélération. On avait une accélération de base près de la faille. Il a diminué lorsqu'on s'est éloigné pour les bâtiments centraux qui sont construits sur le même sol que les bâtiments près de la faille. Mais pour les bâtiments à droite, qui sont construits sur un mauvais sol meuble, ils ont subi des dégâts plus importants. Donc, la même coupe, on va la voir au niveau des accélérations. Donc, voilà la même coupe que tout à l'heure. Donc, les bâtiments qui sont situés à gauche, près de l'épicentre, ils ont subi une accélération de 150 cm par seconde carrée. Donc, c'était, disons, la grande accélération de départ. Par contre, en s'éloignant, les bâtiments centraux, vu l'effet de l'éloignement, donc il y a une réduction de l'accélération. L'accélération a été réduite et elle est devenue égale à 35 cm sur seconde carrée. Ça veut dire qu'on a une forte réduction dans l'accélération. Donc la force sismique va être fortement réduite. Elle a été pratiquement divisée par 4 à peu près. Malheureusement, en s'éloignant encore plus, tout au fond à droite, vu que les bâtiments, vous voyez qu'ils sont construits sur un sol meuble, ce n'est plus le rocher, l'accélération a été fortement amplifiée. Donc, il est passé à 170 cm par seconde carrée. Ça veut dire que la nature du sol a augmenté l'accélération
Donc, il a amplifié l'accélération, puis systématiquement, vu que la force est proportionnelle à l'accélération, donc il a amplifié la force sismique, c'est pourquoi il a eu plus de dégâts. Donc, suite à ces séismes, donc on a retenu aussi une leçon et on a défini un nouveau coefficient qui s'appelle le coefficient de site. C'est un coefficient qui peut majorer la force sismique si le site n'est pas un sol rocheux, donc un coefficient qui va être supérieur ou égal à 1. Donc, on définit ce qu'on appelle le coefficient de site. Puis la force sismique va être majorée par un coefficient S supérieur ou égal à 1 qui dépend du site. Le règlement RPS classe les sites en 5 classes. La première classe, c'est le site S1. C'est là lorsqu'on a le rocher, toute profondeur, indépendamment de la hauteur. On prend S égale 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amplification de la force sismique. Maintenant, si on a un sol ferme, il est proche de rocher. La semaine prochaine, je vais donner des exemples réels de ces sols. Donc, si on a un sol ferme, et s'il a une hauteur, si l'épaisseur de ce sol est inférieure à 30 mètres, là aussi, on n'aura pas d'amplification, donc le coefficient de site est égal à 1. Donc, on ne va pas majorer la force sismique. Par contre, si on a un site S2, et même si on a un sol ferme, si son épaisseur est plus grande, Monsieur, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. oui. Maintenant, on ne voit pas. Maintenant, vous attendez, vous voyez, les deux. C'est bon maintenant? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Merci. C'est bon. Donc, j'ai dit le site S2. Vous voyez que pour le même sol ferme, s'il a une épaisseur inférieure à 30 mètres, il est classé en site S1, pas de majoration. S'il a une épaisseur supérieure à 30 mètres, donc il va être classé S2 et on aura un coefficient de majoration S égale à 1,2. Donc, on va majorer la force sismique par 20%. Sinon, pour le même site S2, si on a un sol meuble qui a une épaisseur inférieure à 30 mètres, là aussi, il va être classé en site S2 et coefficient de site S égale à 1,2. Les autres sites, par exemple, le même sol meuble, s'il a une épaisseur supérieure à, ici je crois qu'il y a une erreur, une épaisseur supérieure à 30 mètres, c'est pas 15, parce que la référence c'est 30 mètres, c'est pas 15. Donc, s'il a une épaisseur supérieure à 15 mètres, donc il sera classé en site S3 et le coefficient de site égal à 1,4. Donc, une majoration de la force de 40%. Ou bien comme certains argiles, par exemple, même si l'épaisseur de site est inférieure à 10 mètres, il sera classé site 3. Et le même sol mou, s'il a une épaisseur supérieure à 10 mètres, il sera classé site 4. 1,8. Ça veut dire que le coefficient de site dépend de la nature du sol et dépend aussi de l'épaisseur des sols, si on a des sols mous ou bien meubles ou bien, etc. Et cette partie c'est l'ingénieur du laboratoire chargé de la mission d'identifier le sol, c'est lui qui va donner ces renseignements. Donc, il va établir un rapport de sol. Dans ce rapport de sol, en général, il faut, peut-être si j'ai un rapport de sol, je vais vous l'envoyer, parce que il va Monsieur, on ne t'entend pas. bon maintenant. Donc, j'ai dit que
le rapport de sol, il va contenir un certain nombre d'informations importantes. Et la première information importante de base, c'est la résistance du sol, c'est la potence de sol, sigma S, 2 bars ou bien 3 bars pour dimensionner les fondations. Deuxième information importante, le niveau de vent sol. Est-ce que le vent sol est trop proche de la surface ou bien il est loin de la surface? Troisième information importante, c'est le coefficient de site. Ce coefficient qu'on vient de définir, c'est le laboratoire qui doit le définir. Et pas l'ingénieur structure qui va dimensionner la structure en béton armé. Et c'est le laboratoire qui va nous dire est-ce qu'on a un bon sol ou bien un sol liquéfiable. Donc tous ces renseignements, on va les trouver dans ce rapport du sol. Donc on continue. S'il n'y a pas de remarques, on continue. Donc maintenant... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Monsieur, pour les conditions spéciales, pour chaque condition, ça a son propre coefficient. Les conditions spéciales, je crois que c'est relatif probablement à un sol liquéfiable. Et lorsqu'on a le sol liquéfiable, en général, il faut prendre des solutions un peu spéciales, à savoir faire des fondations profondes pour atteindre un bon sol, ou bien faire un renforcement du sol. C'est le laboratoire qui va le définir. Et lorsqu'on fait ces solutions, finalement, on va tomber au niveau des sites 4 ou bien des sites 3. Lorsqu'il ne dit rien, ça veut dire qu'il faut trouver une solution qui va nous ramener soit au site 4, soit au site 3. Et c'est le laboratoire. Oui. Monsieur, donc il n'y a pas un coefficient plus grand que 1,8. À mon avis, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Déjà, 1,8, c'est énorme parce qu'on majore 80% la force sismique. C'est presque le double, monsieur. Presque le double, exactement. C'est presque le double. Merci. Maintenant, on va définir le spectre. Donc, avant, dans le cours dynamique des structures, on a défini 3 spectres. Spectre de déplacement, spectre d'accélération et spectre de vitesse. Dans l'ancien règlement, pour le calcul de la force sismique était basé sur un spectre d'accélération. Par contre, dans le nouveau règlement, la force sismique est basée sur un coefficient de vitesse et sur le spectre de vitesse. Donc le graphe ici, c'est le nouveau spectre de vitesse qu'on va utiliser pour calculer la force sismique. Peut-être la prochaine fois, je vais montrer l'ancien spectre d'accélération. Il était un peu différent. Ici, dans ce spectre, en fait, on a 3 zones. Première zone à droite, on a, vous voyez, un palier horizontal. 3 paliers horizontaux. Donc, le premier palier horizontal supérieur correspond lorsqu'on a une zone d'accélération supérieure à la zone de vitesse. Donc, si la zone d'accélération supérieure à la zone de vitesse, c'est possible pour certains villages ou pour certaines villes. Et si la période de vibration de la structure est inférieure ou égale à 0,5, on prend le coefficient qui va amplifier la force sismique, qu'on appelle D, coefficient d'amplification dynamique, D égale à 3,5. De même, si on a la zone de vitesse égale à la zone d'accélération, et si la période est toujours inférieure à 0,25, on prend D égale à 2,5. Et si la zone d'accélération ZA inférieure à ZV, dans ce cas, on prend la troisième droite horizontale, le troisième palier, on prend D égale à 1,9. Finalement, ici, on a 3 zones. Première zone, c'est un palier horizontal lorsque la période, par exemple, si je prends le premier cas, ou le deuxième cas, lorsque la période est inférieure à 0,25, puis on trouve une droite linéaire pour les périodes entre 0,25 et 0,5, et lorsque la période est supérieure à 0,5, dans tous les cas, le coefficient D donné par le spectre est une courbe. Donc, finalement, ici, comment on calcule la force? Donc, la force, finalement, c'est la masse fois un coefficient de vitesse fois ce coefficient donné par le spectre, qui est en général supérieur ou égal à 1.
puis majoré ou bien par les coefficients qu'on a vu tout à l'heure. Majoré par le coefficient I, majoré par le coefficient S qu'on vient de définir, et minoré par le coefficient K qu'on a défini la semaine dernière. Donc, pour manipuler ce spectre, normalement, ça a été remplacé par des équations analytiques pour simplifier. Donc, voilà les courbes que vous avez tout à l'heure. On les retrouve ici sous forme d'équations. Donc, ici, on a trois lignes. Par exemple, la première ligne correspond à lorsque le coefficient de vitesse est inférieur au coefficient d'accélération. Ça veut dire qu'il est inférieur à 1. Pardon, la zone d'accélération est inférieure à la zone de vitesse. Donc, le rapport est inférieur à 1. Et lorsque la période est inférieure à 0,5, on prend une seule valeur constante. Donc, D, le coefficient qui va majorer la force sismique, D égale à 1,9, constant. Par contre, si T est supérieur à 0,5, donc il est donné par l'équation à droite, D égale à 1,2 divisé par T puissance 2 tiers. La deuxième ligne correspond à I égale à 1. Ça veut dire que la zone de vitesse égale à la zone d'accélération comme CASA. Par exemple, CASA est situé dans la zone 2 de vitesse et dans la zone 2 d'accélération. Donc, le rapport est égal à 1. Et dans ce cas, si on a un petit bâtiment, la période va être faible et par exemple, on va trouver T inférieur à 0,25. Dans ce cas, on prend D égale à 2,5, une valeur constante. Si on calcule T, on va trouver T la période entre 0,25 et 0,5. La valeur de D, c'est une fonction linéaire parce que c'est une droite. D égale moins 2,4T plus 3,1. Sinon, si T est supérieur à 0,5, c'est la courbe. Je donne un exemple par exemple. Supposons que j'ai un bâtiment R plus 4. Il a 5 niveaux. Ou bien 4 niveaux. Je prends 4 niveaux. R plus 3. On peut estimer rapidement la période parce qu'il y avait une formule précédente qui était proposée par le règlement. La période T est égale à 0,1 fois le nombre d'étages, fois N, le nombre d'étages. Donc la période T égale 0,1 fois N, avec N, le nombre d'étages. Si j'ai 4 étages, ça veut dire que T égale à 0,1 fois 4. Ça veut dire que T égale à 0,4 secondes. Ça, ce sont des formules simplifiées pour estimer rapidement la période de vibration. Donc, T égale à 0,4, ça veut dire qu'il est compris entre 0,25 et 0,5. Et dans ce cas, donc, on va utiliser, supposons qu'on est dans le cas où le rapport est égal à 1, zone de vitesse égale zone d'accélération. Donc, je peux calculer, donc, D égale à moins 2,4, T plus 3,1. Donc, je peux calculer D puisque j'ai estimé T égale 0,4. Voilà, donc... Oui. C'est 2,14. Voilà, exactement. Donc, suivant le rapport des zonages, et suivant la période estimée et calculée, donc on peut calculer ce coefficient de D. Donc, une fois qu'on a calculé le coefficient de D, on calcule la masse, finalement, connaissant la zone, donc on peut calculer la force sismique. Donc ça, parce que il ne fait pas, on n'intervient pas dans le règlement RPS 2011 et 2000. Maintenant, comment on calcule la masse? La masse, parce qu'il faut la calculer. Donc la masse, ce sont les poids supportés par le bâtiment. Les poids qu'on a dans le bâtiment, on a les charges permanentes, la structure, les murs, les enduits, etc. Et on a les surcharges. Les surcharges, ça dépend de l'exploitation des bâtiments. Si on a un bâtiment d'habitation, c'est 150 kg par mètre carré. Si on a les bureaux, par exemple, c'est 250 kg par mètre carré. Donc, pour calculer la masse, tous les règlements proposent la formule suivante. Donc, W la masse est égal à G.
la charge permanente totale de tout le bâtiment plus la surcharge totale du bâtiment fois un coefficient psi. En général, ce coefficient est inférieur ou égal à 1 et qui dépend de la nature du bâtiment, comment le bâtiment va être exploité. Donc, voilà un tableau qui donne les valeurs de psi en fonction de l'exploitation du bâtiment. Donc, si on a un bâtiment normal, habitation ou bien bureau, psi égale à 0,2. Ça veut dire qu'on ne prend que 20% de la surcharge. Si on a un bâtiment qui reçoit du public de façon périodique, comme les salles de fête, salles d'exposition, donc on prend phi égale à 0,3. Si on a un bâtiment qui reçoit régulièrement du public, comme les restaurants, comme les salles de classe, les écoles, comme les centres commerciaux, on prend 0,4. Sinon, si on a un bâtiment où on stocke des marchandises, comme les entrepôts, comme les bibliothèques, on prend phi égale à 1. Parce qu'on a tout le temps, la structure est en permanence chargée. La surcharge ne varie pratiquement pas. Et dans ce cas, on prend psi égale à 1. Donc voilà comment on calcule la surcharge. Et ça, on va le faire sur un exemple qu'on va traiter après. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle un bâtiment régulier et un bâtiment non régulier. Parce que pour le dimensionnement... Oui. C'est bon, on continue. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, maintenant, on va définir c'est quoi un bâtiment régulier et c'est quoi un bâtiment irrégulier. Lorsqu'on conçoit un bâtiment, le mieux qu'il soit régulier, parce qu'il va mieux se comporter par rapport aux efforts sismiques. S'il est irrégulier, malheureusement, on aura de la torsion et il va mal se comporter et dans ce cas, les efforts ne seront pas très bien répartis sur les éléments de contre-fondement. Lorsqu'on a un bâtiment régulier, l'avantage c'est que on peut faire un calcul manuel simplifié par une méthode qu'on appelle méthode statique équivalente. Par contre, si on a un bâtiment régulier, on doit faire un calcul par ordinateur obligatoire parce que lorsqu'on a un bâtiment irrégulier, on va intervenir ce qu'on appelle les modes. Les modes, je crois que la semaine prochaine, on va commencer un cours. Donc, on va étudier ce qu'on appelle un oscillateur multiple, puis on va définir les modes de vibration. Parce que lorsqu'on fait un calcul sismique, en général, on a deux étapes. Vous vous rappelez que même dans un oscillateur simple, le premier objectif, c'était calculer le déplacement. Mais pour un oscillateur simple, on a une seule forme de déplacement. Parce que si j'ai une console, la console va avoir elle va fléchir, donc elle va avoir un seul diagramme de déplacement. Par contre, lorsqu'on a un bâtiment avec plusieurs étages, lorsque le bâtiment commence à vibrer, la vibration peut être un peu spéciale. Et le déplacement peut être quelconque. Et ce déplacement, on peut le remplacer par un certain nombre de déplacements qu'on va définir les modes de vibration. Donc, on va calculer un certain nombre de modes de vibration. Puis, le déplacement global, c'est la somme de ces déplacements. Donc ça, on va le commencer la semaine prochaine. Je sais que je crois que dans le cours de robot, je crois Madame Beston, je crois, elle a parlé de ces modes, c'est ça? C'est ce qu'on m'a dit dans l'autre groupe. Oui? Est-ce que dans le cours de robot, on a parlé des modes de vibration? Je ne crois pas. Voilà, donc c'est pas grave. Je crois il en a parlé pour d'autres groupes. Donc la semaine prochaine, comme aujourd'hui, donc on va commencer un nouveau chapitre
sur les oscillateurs libres, pardon, les oscillateurs multiples, c'est-à-dire lorsqu'on a un bâtiment avec plusieurs étages, c'est-à-dire on a plusieurs masses. Et chaque masse supporte un étage et on va voir comment étudier le problème. Parce que le problème, finalement, il va devenir un problème matriciel. Toutes les équations qu'on a établies avant, ils vont devenir des équations matricielles et on va voir comment les traiter, voir comment on résout lorsqu'on considère un exemple simple. C'est ce qu'on va faire après la semaine prochaine. Donc maintenant, on va définir les conditions pour avoir un bâtiment régulier. Comme ça, on peut faire le calcul d'une façon manuelle, simple, statique, sans passer par un logiciel. Donc, on a deux critères de régularité. Donc, premier critère de régularité, c'est la régularité en plan du bâtiment. Donc, pour chaque étage, on doit vérifier la condition de régularité en plan. Comment on définit la régularité en plan? Première condition, comme ce qu'on a dit avant, il faut avoir un conjointement bien réparti. Comme ça, le centre de torsion et le centre de masse vont être trop proches. Et l'excentricité va être faible. Donc, on réduit l'effet de torsion. Deuxième critère, le dernier critère, par exemple, l'élancement L sur B doit être inférieur ou égal à 3,5. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un bâtiment très long, un long rectangle. Un bâtiment, le mieux qu'il se rapproche à un carré. Donc, il ne faut pas que la longueur soit supérieure ou égale à 3 fois la largeur, 3,5 la largeur. Puis, le bâtiment peut ne pas être rectangulaire à 100%. Ça veut dire qu'on peut avoir des parties qui rentrantes et des parties sortantes, qu'on appelle les CI. Donc, les parties CI, A plus B, doivent être inférieures à 0,25 fois B, c'est-à-dire le 1/4 de la largeur. Et dans ce cas, le bâtiment est toujours considéré irrégulier. Mais il y a aussi une condition importante sur l'excentricité. Donc, la distance entre le centre de gravité et le centre de torsion libre, ça veut dire que c'est l'excentricité. L'excentricité doit être inférieure ou égale à 0,2 fois la racine de la raideur de torsion sur la raideur de translation. La raideur de translation, c'est tout simplement la somme des moments d'inertie. Des voiles, par exemple, dans une direction. La somme des raideurs de torsion, c'est la somme des moments d'inertie fois les xi au carré, ou bien c'est des i fois les xi au carré plus i fois les y au carré si on prend en compte la torsion globale. Donc voilà les conditions à vérifier pour avoir un bâtiment régulier en plan. Maintenant, on va voir les critères de régularité en élévation pour avoir un bâtiment régulier en élévation. Donc pour avoir un bâtiment régulier en élévation, parce que le bâtiment peut avoir des rétrécissements. C'est un cas courant pour les bâtiments dans le centre de ville pour pouvoir mieux éclairer et mieux aérer les bâtiments qui sont très proches. Souvent dans les étages, on réduit les surfaces, donc on aura des rétrécissements. Et lorsqu'on fait des rétrécissements, il va affecter la surface, donc la masse, puis éventuellement les voiles qui peuvent s'arrêter, donc la raideur et la rigidité. Donc voilà les conditions pour que le bâtiment reste régulier en élévation, même si on fait des réductions. Donc par rapport à la masse, on peut faire une réduction de 30% d'un étage à l'autre. Donc si on passe d'un étage à l'autre, donc on peut réduire la masse de 30%. Sans problème, d'un étage à l'autre, d'un étage à l'étage suivant. De même, on peut réduire la rigidité d'un étage à l'étage suivant de 15%. Ça veut dire que j'ai des voiles, j'ai calculé le moment d'inertie des voiles d'un étage, je peux réduire les dimensions des voiles dans l'étage suivant. Mais la réduction, lorsque je calcule le moment d'inertie, ne doit pas dépasser 15% par rapport au moment d'inertie de l'étage précédent. C'est possible. Ensuite, il y a la réduction du point de vue dimension. Par exemple, longueur de bâtiment. Donc, si le bâtiment a une longueur L,
ou bien B dans un étage, lorsque je passe à l'étage suivant, cette longueur, je peux la réduire et ce qu'on appelle le rétrécissement, donc on peut faire une réduction de 15% par rapport à l'étage précédent. Donc l'étage précédent a une dimension, je peux réduire l'étage suivant, mais la réduction ne doit pas dépasser 15% par rapport à la dimension de l'étage précédent. Et quand je fais la somme des réductions totales par rapport à l'étage inférieur, cette réduction ne doit pas dépasser 25%. Et voir comme ça, même si on a ces réductions de masse, de résistance et de dimension, le bâtiment reste considéré régulier. Et on peut toujours faire un calcul manuel statique équivalent sans problème, sans passer par un logiciel. De même, on peut faire le raisonnement par rapport à un bâtiment qui peut subir un élargissement, mais c'est très rare. C'est le bâtiment en haut à droite. Mais souvent au Maroc, ce qu'on constate dans les bâtiments, c'est plutôt des réductions et non des élargissements. Donc, si ces conditions sont satisfaites, donc, on peut dire que le bâtiment est régulier en élévation, et s'il est régulier en plan, donc, le bâtiment est considéré irrégulier, donc on peut faire un calcul manuel statique équivalent. Maintenant, voilà l'expression de la force sismique. Ça, c'est Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui. Monsieur, pour la variation. Monsieur, l'augmentation, là, la baisse, jusqu'à une petite limite de 30%. Il a augmenté le poids. L'augmentation, je vais vérifier, attends, rapidement. Je crois, oui, c'est la même chose. Exactement. La rigidité. Par rapport à la masse et la rigidité, c'est la même chose. Ce qui est différent, c'est le rétrécissement. Le rétrécissement, on peut aller à 15%, par contre, le rétrécissement, on est limité à 10%. Donc, voilà la formule qui donne la force sismique, V. Donc, ça, c'est la formule donnée par l'ancien règlement. Donc, la force sismique globale, on va voir que cette force sismique va être répartie sur les étages, parce que les masses sont concentrées dans les étages, et chaque masse va être soumise à une force sismique. Donc, la force sismique globale appliquée sur le bâtiment V est égale à A fois S fois D fois I fois W sur K. Ici, c'est l'ancienne formule, parce qu'il était basé sur le coefficient d'accélération A. S, c'est le coefficient de site qu'on vient de définir aujourd'hui. D, c'est le coefficient d'amplification dynamique qu'on tire du spectre qu'on définit aujourd'hui. Et c'est le coefficient de priorité qui dépend de la classe du bâtiment qu'on a défini la semaine dernière. W, c'est la masse du bâtiment, divisé par K, le coefficient de comportement qui tient compte de la ductilité qu'on a défini la semaine dernière. Donc, on sait calculer tous ces coefficients. Puis on a la force sismique. Puis, une fois qu'on calcule la force sismique, on la répartit sur les étages. On la répartit sur les étages, puis on répartit ensuite sur les éléments de contrôle. Ça, c'est dans l'ancien règlement. Dans le nouveau règlement, il y a une petite différence. À la place de A, le coefficient d'accélération, le nouveau règlement a introduit le coefficient de vitesse. Donc, c'est V à la place de A. Voilà la différence entre l'ancien règlement et le nouveau règlement. Oui. Quelle est la différence, monsieur? Non. Quelle est la différence, monsieur, entre l'ancien et le nouveau? Voilà. Si j'utilise l'ancien règlement, je vais considérer l'ancienne carte l'effet à 3 coefficients de vitesse. Donc, je tire le coefficient de vitesse de l'ancienne carte, A, qui est égal à 0,08 ou le 0,16, par exemple, et le D de l'ancien spectre. Je vais vous le montrer la semaine prochaine, parce qu'on avait un ancien spectre. Sinon, si j'utilise le nouveau règlement,
je tire le coefficient des vitesses de la nouvelle carte du nouveau règlement et j'utilise le coefficient D du nouveau spectre du nouveau règlement. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. Le A et le D dans l'ancien règlement et le V et le D du nouveau règlement qui sont différents. Sinon, le S, le I, le W et le K, c'est les mêmes coefficients pour ils sont propres, ils sont indépendants du spectre. Donc voilà comment on calcule la force sismique globale. Cette force sismique, en fait, elle va être répartie sur les étages. Pourquoi elle va être répartie sur les étages? Parce que les masses sont concentrées dans les étages. Là, on calcule les forces globales, puis on la répartit sur les étages. La répartition de la force sismique sur les étages, en fait, dépend du déplacement. Elle dépend de la courbe de déplacement. En général, si on a des voiles, la courbe est parabolique. Mais si on a un contraintement par portique, la courbe de déplacement est pratiquement linéaire, une droite. Mais la plupart des règlements font une simplification et supposent que la courbe de déplacement est une droite linéaire. Et lorsqu'on considère que la courbe de déplacement est une droite linéaire, donc c'est facile de calculer les forces reprises par chaque étage. Donc, on a déjà calculé la force V. On va introduire une force Ft que je vais définir tout à l'heure. Donc, la force appliquée sur l'étage N est égale à V moins Ft fois Wn fois Hn. Avec Wn, c'est la masse de l'étage N. Hn, c'est le niveau de l'étage par rapport au sol, la position de l'étage par rapport au sol. Donc, si le premier niveau, c'est 3 mètres, Hn égale 3 mètres. Si on considère le deuxième niveau, Hn, c'est 6 mètres, c'est 2 fois. Puis, divisé par la somme des Wi H, c'est-à-dire la somme des masses de tous les étages fois les niveaux de tous les étages. Donc, voilà la formule, comment on répartit la force sismique globale qu'on a vu tout à l'heure sur les différents étages. Sauf que ici, si on a un bâtiment très haut, qui a une période supérieure à 2 secondes, dans ce cas, on fait intervenir une deuxième force Ft. Ça veut dire si on a une tour, il y a une deuxième force Ft qui intervient, qu'on applique à l'extrémité de. Donc, si on a un petit bâtiment, Ft égale à 0, mais si on a un grand bâtiment, Ft va intervenir. Mais en général, dans les cas courants, les bâtiments courants, Ft est égal à 0. Donc, le Ft n'intervient pas. Donc, c'est uniquement le V, la force globale, qui va intervenir la répartition de la force sismique sur les différents étages. C'est bon? Est-ce qu'il y a une remarque ou bien une question? Et dans l'exemple, on va voir comment on applique cette force. Lorsqu'on traite un exemple. C'est bon? On continue? Oui, monsieur. حيدوا الدراري لي ميكرو ديالكم. شي واحد عارفه كيفتح الميكرو ديالو يجي بخير. Ici, ce slide représente une autre méthode parce qu'on a vu comment calculer la période. On a vu des exemples, des oscillateurs. Mais si on a plusieurs masses, parce que lorsqu'on a un bâtiment avec plusieurs étages, donc on a plusieurs masses. Là, c'est une formule, si on a le temps, on peut l'appliquer pour estimer la période d'un bâtiment. C'est une formule ancienne qui était établie par Rayleigh. Donc la période est égale à 2π sur la somme des MI, UI au carré sur sigma MII.
avec WI, c'est le déplacement. Ça veut dire qu'on va estimer un déplacement. Donc, on estime un déplacement parce que, par exemple, si on prend, supposons, si on a les portiques, le déplacement est linéaire. Par contre, si on a des voiles, le déplacement est parabolique. Donc, on estime qu'on a une parabole et à partir de là, donc, on peut estimer la période de vibration. Mais en général, maintenant, tous les règlements proposent des formules simplifiées de la période de vibration pour faire un calcul et un dimensionnement sismique. Donc, on peut appliquer cette formule peut-être prochainement sur un exemple. Sinon, voilà les formules que propose le règlement. Donc, voilà, ce sont des formules très simplifiées. En béton ou bien en charpente métallique. Donc, la période des bâtiments estimés est égale à 0,075 fois grand H puissance 3 quarts. Avec grand H, c'est la hauteur totale du bâtiment. Donc, il suffit de calculer la hauteur totale et on a la période directement. Sinon, si on a des portiques en acier à nœud rigide, et on va voir ça parce que pour les structures métalliques, on peut avoir, souvent parce qu'on a malheureusement, on n'a pas que des portiques rigides. Dans un plan, souvent on a des portiques rigides, mais dans l'autre plan, on a des croix. Donc on n'a pas forcément ce cas. Parce que ce cas correspond à une structure qui doit avoir des portiques rigides dans les deux sens. Et souvent, on n'a pas ce cas. Donc, souvent, dans un sens, on a des portiques rigides, et dans l'autre sens, on a des croix, donc on n'a pas des portiques rigides. Ça veut dire qu'on tombe dans le premier cas. Sinon, les autres croix, par exemple, si on a des voiles, les autres croix, par exemple, un contentement par voile, donc le T, la période de vibration, T égale à 0,09 fois H sur racine de L, avec H, c'est la hauteur totale du bâtiment, et L, c'est la largeur des bâtiments perpendiculaire au sens de l'action sismique. Donc voilà des formules approchées pour calculer la période de vibration. Maintenant, supposons qu'on a calculé les forces sismiques. Donc une fois qu'on calcule la force sismique, on doit calculer les efforts dans les éléments de la structure. Si on a des voiles, on doit calculer les efforts dans les voiles, c'est-à-dire les moments flissants, les efforts tranchants. Si on a des portiques, on doit calculer les efforts dans les portiques, c'est-à-dire dans les poteaux, les poutres. On aura des moments, des efforts tranchants et éventuellement des efforts normalement dans les poteaux qui sont donnés par l'action sismique. Donc cette formule, c'est pour combiner les efforts. Donc on a G, c'est les efforts donnés par les charges permanentes sans majoration. Ça veut dire que j'applique les charges verticales. Les charges verticales vont me donner un effort normal dans les poteaux. C'est comme une descente de charge. Et des moments d'inflexion dans les poutres. Puis, j'ai les efforts donnés par le sisme. Le E, c'est les efforts donnés par le sisme. Aussi, les efforts donnés par le sisme ne sont pas majorés. Puis, éventuellement, si on a la neige, la neige va donner des efforts dans la structure. Ces efforts sont minorés donc c'est de 70%. Ça veut dire que 70%, ça veut dire que les efforts sont multipliés par 0,3. Puis, on calcule les efforts donnés par les surcharges, séparément aux efforts donnés par les charges permanentes. Et ces efforts vont être multipliés par psi. Ça veut dire que les efforts donnés par les charges, les surcharges vont être minorés dans ce cas. Donc, voilà la combinaison des efforts lorsqu'on fait une combinaison qui tient compte des efforts donnés par le sisme. C'est ce qu'on appelle la combinaison accidentelle, ELA. C'est comme ça qu'on combine les efforts différemment à ce qu'on fait lorsqu'on fait une combinaison par rapport à ELU ou bien lorsqu'on considère une combinaison par rapport à ELS. Mais ça, heureusement, si on fait une modélisation sur ordinateur,
Donc, c'est facile de donner à l'ordinateur cette combinaison et c'est l'ordinateur qui va faire le calcul de cette combinaison. C'est rapide. Donc, dans le cours de conventement, on a vu comment on calcule l'excentricité. Connaissant la position du centre de masse, on calcule le centre de gravité, le centre de torsion, puis l'excentricité est égale à la distance entre les deux centres. Mais ce calcul est basé sur le fait qu'on suppose que le bâtiment est uniforme. Ça veut dire que la masse est bien répartie, les contentements sont bien répartis, les voiles sont bien répartis, les murs sont bien répartis, alors que dans la réalité, les surcharges ne sont pas bien réparties. Les murs ne sont pas forcément bien répartis. Les murs sont localisés, ils ne sont pas répartis. Ce qui fait qu'on fait une estimation, une petite erreur lorsqu'on suppose que la masse est répartie. Pour corriger cette erreur, le règlement propose d'augmenter l'excentricité. Donc on calcule une excentricité théorique, c'est la distance entre le centre de gravité des masses et le centre de torsion, puis on va la déplacer dans un sens ou bien dans l'autre. Ça dépend de l'effet défavorable. Donc cette excentricité, on va l'augmenter par ε1 ou par ε2. Ça veut dire qu'on aura une augmentation de l'excentricité qui va donner un effet défavorable pour les éléments de contentement. Là aussi, dans l'exemple, on va voir comment on va traiter ce cas lorsqu'on calcule l'excentricité théorique et comment rajouter soit les ε1, soit les ε2 pour avoir l'effet défavorable. Donc, on a parlé de la ductilité, on ne va pas revenir à la ductilité, mais on va voir comment on réalise des dispositions sismiques pour avoir cette ductilité. Donc, la ductilité, on a dit qu'elle est donnée par les armatures. Donc, les armatures doivent respecter certaines dispositions pour assurer cette ductilité. Ça, je rappelle, je vais donner juste un mot sur les fondations. Donc, surtout lorsqu'on a un contentement par portique et lorsqu'on n'a pas de la roche, les poteaux doivent être liés obligatoirement dans les deux sens par des longues lignes. Sinon, lorsqu'il y a le séisme, vu que le sol est meuble par exemple, les poteaux vont avoir des déplacements non uniformes. Donc on aura des déplacements différentiels, et si les déplacements sont différentiels, donc ils vont donner d'autres efforts supplémentaires qu'on ne maîtrise pas. Donc pour assurer un déplacement uniforme de tous les poteaux, c'est-à-dire de tout le bâtiment, donc on doit lier les semelles par des longues lignes dans les deux sens. Ensuite, on risque d'avoir aussi un problème si le sol est très loin. Par exemple, supposons que le bon sol est situé à 3 mètres. Donc si le bon sol est situé à 3 mètres, donc ma semelle va être profonde par rapport à ma longue ligne que je vais placer par rapport à mon dallage. Donc là, j'ai un problème. Donc le règlement impose que le niveau bas de la longue ligne, surtout lorsqu'on a des portiques, le niveau bas de la longue ligne et le niveau bas de la semelle, la distance entre les deux ne doit pas dépasser 1,20 m. Il doit être inférieur ou égal à 1,20 m. Si le bon sol était proche, ce problème ne se pose pas en général. Mais malheureusement, le problème se pose si on a un sol profond. Si on a un sol profond, on recommande d'abord sur le sol, au niveau du bon sol, on va faire du gros béton sur une certaine hauteur et sur le gros béton, on va réaliser notre fondation. Comme ça, la différence entre le niveau de la fondation et la longueur va être réduite.
Donc, on n'aura pas les 3 mètres, on va avoir une longueur inférieure à 1,20 m parce que on a rattrapé le bon sol par le gros béton. Donc maintenant, on va voir les dispositions nécessaires pour assurer la ductilité. On va commencer par les poteaux. Donc pour les poteaux, si on a un contentement par portique, donc si on n'a pas des voiles, si on a un contrevent par portique, donc les dimensions des poteaux doivent avoir obligatoirement au moins 25 par 25 minimum. Mais c'est le dimensionnement qui peut donner, des dimensions plus grandes. Mais si on trouve des dimensions plus petites, donc le minimum c'est 25 par 25. Ça veut dire la largeur est égale à 25, mais la longueur du poteau, dans ce sens, peut être égale à 25, combien 30, combien 40, ça dépend du dimensionnement. Donc ça c'est obligatoire. Parce que nous, on n'a que ND1 et ND2, on n'a pas ND3. Donc le P supérieur à 30 cm, ce n'est pas notre cas. Parce que le Maroc est situé dans une zone de faible et moyenne sismicité. Donc on n'a que le niveau de ductilité ND1, faible et modéré et moyen. Pour assurer la ductilité dans les poteaux, on doit confiner les extrémités des poteaux. Parce que lorsqu'on a des portiques, lorsqu'on applique les forces sismiques horizontales, ces forces sismiques vont donner des moments maxi au niveau des extrémités des poteaux et au niveau des extrémités des poutres. Ça veut dire que les extrémités des poteaux et les extrémités des poutres vont être soumis à des efforts importants, des moments importants, donc éventuellement des rotations plus grandes. Et pour assurer la bonne rotation de la poutre et de poteau, il faut confiner le béton parce que le béton est fragile. C'est un matériau fragile. Pour permettre et pour donner au béton un niveau de déformation plus grand, il faut le confiner. Donc on le confine dans des zones qu'on appelle les zones critiques. Donc dans le poteau, on va distinguer 3 zones. Donc les 2 zones qui sont les extrémités des poteaux qui sont désignées par LC. LC, c'est la longueur de la zone critique dans la partie supérieure et dans la partie inférieure du poteau. Et au milieu, c'est la zone centrale. Et la longueur de ces zones critiques pour confiner les poteaux, LC, est donnée par l'expression suivante. A sur 6, c'est-à-dire c'est la hauteur libre du poteau, ou bien AC, c'est la plus grande dimension des poteaux, si on a un poteau rectangulaire, ou bien c'est le diamètre du poteau, si on a un poteau circulaire, ou bien minimum 45 cm. Donc, par exemple, si je suis au rez-de-chaussée, au niveau du rez-de-chaussée, on peut avoir des poteaux qui font 5 mètres. Ça veut dire que c'est la première condition qui va être déterminante. Donc 5 mètres divisé par 6, 5 mètres, 500 cm. Donc 500 cm divisé par 6, ça va donner une valeur. Et si j'ai un poteau qui fait 20 par 40, 20 par 50 par exemple. 0,83. 0,83. Voilà, donc ça veut dire que c'est 83 cm. Et si j'ai un poteau qui fait 25 par 40, donc la plus grande dimension c'est 40, donc c'est la première condition qui est déterminante. Mais maintenant, si on a, par exemple, un bâtiment tour, par exemple, j'ai 20 étages. Donc, on peut avoir des poteaux costauds. Je peux avoir un poteau qui fait, par exemple, 50 cm sur un poteau qui fait 1,40 m. C'est possible. Et dans ce cas, c'est la deuxième dimension qui va être dimensionnante. C'est-à-dire les longueurs de zone critique, c'est 1,40 m en haut et 1,40 m en bas. Donc, en général, c'est la première ou bien la deuxième condition. Mais souvent,
dans les bâtiments courants, c'est la première condition qui est déterminante. Mais pour les grands bâtiments, ça peut être la deuxième condition qui peut être déterminante pour déterminer la longueur de la zone critique. Donc ça, c'est pas grave, c'est lorsqu'on a une ouverture. Donc voilà, par exemple, des schémas de ferraillage à déconseiller ou bien à recommander. Donc le schéma de gauche, donc lorsqu'on place plusieurs armatures dans un seul coin, c'est déconseillé. Donc il vaut mieux répartir les armatures sur tout le périmètre de la section. Donc aux extrémités, au coin, puis à l'intérieur, etc. Comme ça, on aura un bon comportement de la structure armée par rapport au séisme. Ça aussi, c'est juste des considérations comme tout à l'heure. Donc, les bonnes recommandations de ferraillage. Donc, voilà un exemple. Par exemple, avant ça, pardon. Donc, dans cette partie, on donne l'espacement des armatures. Parce que si je reviens à ce schéma, donc vous voyez que dans le poteau, j'ai 3 zones. Donc, j'ai les 2 zones critiques, la zone supérieure et la zone inférieure. L'espacement des armatures est très serré. Par contre, la zone, ce qu'on appelle la zone courante, la zone centrale des poteaux, l'espacement des armatures est relativement plus grand. Donc, voilà les 2 formules qui donnent les espacements des armatures à respecter. Donc, dans les zones critiques, c'est-à-dire la zone supérieure et la zone inférieure des poteaux, l'espacement doit être inférieur ou égal à 8 phi L, avec phi L, c'est le diamètre des armatures longitudinales, et ou bien 0,25 fois B, B, c'est la petite dimension du poteau, ou bien 15 cm. Donc, on calcule les 3 valeurs, puis on prend la valeur minimale. Par exemple, si j'ai des armatures qui font des armatures de 12 mm, ça veut dire que phi L égale 1,2 cm. Donc, la première condition, c'est 8 fois 1,2. Si j'ai un poteau qui fait 25 par 40, donc la petite dimension, c'est 25. Donc, c'est 0,25 fois 25 et 15 cm. Donc, je fais le calcul des 3 et je prends la petite valeur. Donc, c'est l'espacement qui va être constant dans les zones critiques, donc la zone critique supérieure et dans la zone critique inférieure. Par contre, dans la zone centrale, dans la partie courante, en général, l'espacement, c'est pratiquement le double, à peu près. Ça peut être légèrement inférieur au double ou bien le double. Donc, l'espacement, c'est 12 phi L, ou bien 0,25 P, ou bien 30 cm. Donc, c'est le même calcul qu'on fait, sauf que les valeurs sont un peu plus... les armatures. Les armatures longitudinales, phi L. Donc, les armatures longitudinales, phi L. Et là, quand on a un poteau fait des armatures de 14 mm, il y a phi L égale à 1,4 cm. C'est les unités, c'est en centimètres. Donc, on raisonne en centimètres. C'est bon? Donc, voilà comment... Oui. Donc, comment on réalise les zones sismiques, là, ils sont très importants. Moi qui assure avec la ductilité. Moi qui attend avec le coefficient K inférieur supérieur ou égal à 1 pour réduire la force sismique. Normalement, qu'il y ait une condition sur les armatures longitudinales, mais dans d'autres règlements. Il impose une autre condition, c'est que le pourcentage des armatures longitudinales doit être supérieur ou égal à 1% de la section de béton. Ça veut dire, par exemple, si j'ai une section de poteau qui fait 30 par 40, donc la section des poteaux, c'est 30 fois 40, c'est 120 cm². Ça veut dire que la section des armatures longitudinales minimale à respecter, c'est 120 cm² divisé par 100.
parce que je dois prendre 1%. Donc 120 divisé par 100, c'est 12 cm². Donc je dois calculer les armatures, mes armatures dans longitudinales. Si je trouve que la section est inférieure à 12 cm², donc je dois ajouter les armatures pour avoir une section de 12 cm². Mais cette condition n'est pas dans le règlement marocain, mais en général, si on a un contentement par portique, on essaie en général de la respecter. Maintenant, on va passer aux poutres. Les dispositions, mais constructeurs sur les poutres. Donc, pour les poutres, on n'a pas une condition sur la largeur de la poutre. Je reviens à poteau. Donc ça, c'est lorsqu'on a un contentement par portique ou un contentement mixte. Si on a un contentement par voile, ces conditions ne sont pas obligatoires parce que ce sont les voiles qui vont supporter la force sismique et la ductilité, on va la trouver dans les voiles et non pas dans les poteaux. Pour les poutres, donc la largeur minimale, c'est 20 cm, c'est la largeur courante qu'on respecte pour les poutres. Donc c'est ça la largeur minimale. Par contre, si on a des poutres plus longues, on a une deuxième condition. Donc B sur H doit être supérieur ou égal à 0,25. Ça veut dire que la largeur B doit être supérieure ou égale à la hauteur sur 4. Autrement dit, je donne un exemple. Par exemple, si j'ai une poutre qui a une grande portée et qui a une hauteur de 1 mètre, c'est possible. Donc le dimensionnement de ma poutre m'a donné une hauteur de la poutre de 1 mètre. Donc la largeur minimale de la poutre B, c'est 0,25 fois 1 mètre. Donc c'est-à-dire 0,25 fois 100 cm. Donc B doit être supérieur ou égal à 25 cm. Donc minimum 25. Sinon, je peux prendre 30. Ici, j'ai le choix entre 25 et 30. Donc le minimum, c'est 25 cm². Pour les poutres aussi, on a des pourcentages minimaux à respecter, comme ce qu'on a vu pour les poteaux. Là, c'est obligatoire et c'est donné par le règlement RPS 2000. Et ça aussi, c'est lorsqu'on a un contentement par portique ou bien mixte. Donc, c'est pas obligatoire lorsqu'on a un bâtiment contenté par des voiles. Donc, ici, le règlement impose que le ratio des armatures longitudinales doit être supérieur ou égal à 1,4 sur FE. Avec FE, c'est la limite élastique des armatures exprimée en mégapascal. Par exemple, si j'ai FE 500, FE égale à 500. Et ce ratio doit être inférieur à une certaine valeur aussi. Rho doit être inférieur à 0,025. Ça veut dire que c'est inférieur à 2,5%. Malheureusement, si on trouve un ratio plus grand, c'est pas bon. Parce qu'un ratio très grand des armatures, ça veut dire qu'on a un béton insuffisant. Et lorsque le béton est insuffisant, la structure reste fragile localement dans certains endroits. Et on aura des ruptures fragiles, c'est pas bon. Donc les armatures ne vont pas fonctionner normalement et on ne va pas profiter totalement de leur ductilité. Donc, on doit assurer un coffrage minimal pour avoir un rho inférieur à 2,5%. Comme ça, la structure se comporte mieux et on va bien profiter de la ductilité de la structure. Donc là aussi, pour les poutres, on doit respecter, on doit définir les angles critiques et respecter la disposition des armatures transversales, leur espacement dans les angles critiques. Ça, je vais revenir à ça après, je vais expliquer ça.
Donc voilà une poutre. Il a une hauteur H et les angles critiques c'est aux extrémités de la poutre. Donc ici, pour calculer la longueur de la zone critique, c'est très simple. C'est 2 fois la hauteur. Donc si j'ai une poutre qui a une hauteur de 40 cm, donc la longueur de la zone critique, c'est tout simplement 80 cm. Donc ici, c'est facile de calculer la longueur de la zone critique. Maintenant, on va passer au calcul, on va passer aux formules pour calculer l'espacement minimal des armatures dans la zone critique. Donc, pour le cas qui nous intéresse au Maroc, niveau d'actualité ND1 ou bien ND2, parce qu'on a que des séismes faibles ou bien des séismes modérés. Donc, l'espacement des armatures doit être inférieur ou égal à 24 fois phi t, avec phi t, c'est le diamètre des armatures transversales, qui peut être égal à 6 mm ou bien 6 cm, ou bien 8 mm. Puis, 8 phi L, comme tout à l'heure, donc avec phi L, c'est le diamètre des armatures longitudinales de la poutre, et 0,25 fois H, H la hauteur de la poutre, et 20 cm. Donc on calcule ces valeurs, puis l'espacement minimal dans les zones critiques, c'est la plus petite valeur de ces 4 valeurs. Donc voilà les dispositions sismiques à respecter pour les poutres. Donc, voilà un schéma qui donne, qui montre le ferraillage d'une poutre. Mais heureusement, en général, même en béton armé, souvent le ferraillage, il est légèrement serré au niveau des extrémités, parce que c'est au niveau des extrémités, c'est là où on a les efforts tranchants maxi, et c'est là où le ferraillage est serré. Mais lorsqu'on tient compte de ces dispositions sismiques, le ferraillage va être encore plus serré que ce qu'on calcule par le BAL en tenant compte de l'effort tranchant. Ici, il y a des conditions sur les armatures longitudinales, mais ça ne concerne pas la ductilité faible ou la ductilité moyenne pour le Maroc. Mais pour d'autres pays, par exemple l'Algérie, bien la Turquie, etc., là où ils ont des séismes un peu plus violents, la ductilité, c'est le niveau, même pour le niveau ND2, pardon, même pour le niveau ND2, c'est par exemple dans le cas où on se trouve, par exemple, à Hossima, là-bas, le niveau de ductilité, c'est ND2, donc on peut dimensionner par un niveau de ductilité ND2, et si on prend comme ductilité niveau ND2, donc le coefficient de comportement va être plus grand, la force sismique va être plus grande, mais le pourcentage des armatures aussi va être plus grand. Ça veut dire que les armatures longitudinales, on doit filer sur toute la longueur de la poutre, au moins minimum de la section qu'on trouve au milieu. Donc on va trouver une section longitudinale comme armature inférieure. Cette section peut ne pas être prolongée sur toute la longueur parce qu'on peut arrêter les armatures parce que le moment varie et diminue près des extrémités. Donc, on a le droit d'arrêter des armatures. Lorsqu'on arrête les armatures, on ne peut arrêter que 50%. Donc, 50% des armatures doivent être prolongées sur toute la longueur de la poutre. Donc ça, si on utilise le niveau de ductilité ND2. Si on utilise le niveau de ductilité ND1, ce n'est pas obligatoire. De même, les armatures supérieures, parce qu'on a des armatures chapeau à calculer au niveau des appuis. Parce qu'au niveau des appuis, on a des moments négatifs. Donc, on calcule les armatures chapeau. Donc, lorsqu'on calcule les armatures chapeau, on va trouver une section. Là aussi, lorsqu'on utilise le niveau de ductilité ND1, on doit obligatoirement prolonger sur toute la longueur des armatures supérieures au moins
Monsieur, c'est l'heure. C'est l'heure. Donc, on va finir. Donc,